Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée, un important dispositif sécuritaire pour retrouver Claude Pivy. Et pour en parler ce soir, notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous, nous parlons de cette situation très préoccupante en Guinée. Claude Pivy, après l'épisode du samedi dernier, est toujours activement recherché. Pourquoi est-il devenu aujourd'hui l'homme le plus recherché de la Guinée? On peut y trouver deux raisons. La première raison, c'est qu'il fait partie des 4 personnes qu'on a, je ne sais pas, exfiltrées ou qui se sont évadées, puisqu'il y a encore des points d'interrogation. Quand on a retrouvé les 3 et il reste une personne, le travail des forces de défense et de sécurité n'est pas terminé, parce qu'il y a une personne qu'on n'a pas retrouvée. Mais je me dis que la raison la plus importante, quand on regarde ce qui se passe en Guinée, le discours officiel, le discours au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains médias, sans le dire clairement, bien que le discours officiel le dit, on considère que c'est son fils qui est le chef du commando. Ce qui veut dire que quelque part, c'est lui qui est la personne qu'on recherchait, parce que quand un fils vient dans une prison, c'est plus pour libérer son père que pour libérer une autre personne. Certains vont même jusqu'à dire qu'en fait, c'est plutôt son père qu'il voulait libérer. On a emporté les autres, ce qui pourrait donner raison à leurs avocats qui se plaignent et qui ont même porté plainte, certains avocats, contre X pour enlèvement, en disant que leurs clients comme Dadis et les autres n'avaient pas voulu qu'on les emporte. Il y a des gens qui développent cette thèse en disant qu'eux, on les avait utilisés, c'était un peu pour disperser les forces et pour pouvoir véritablement faire évader son père. Ça fait que quand on prend cette thèse, effectivement, c'est comme si le véritable fugitif, c'est plutôt lui. Et ce qu'on a attrapé, ce n'était pas les vrais fugitifs. Donc, les avoir attrapés, c'est comme si on n'a pas fait le véritable travail qu'il fallait faire. Donc, il y a cet élément qui est là, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont en train activement de le rechercher en bouclant parfois même des quartiers. Alors, l'exfiltration des autres co-détenus serait-elle une stratégie pour brouiller les pistes et peut-être pour ne pas s'aimer peut-être ceux qui seraient à la recherche de Claude Pivy? Certains le pensent. Certains le pensent, mais on n'a pas encore donné la parole à ces fugitifs, puisque ce que nous avons comme élément de retour, c'est plutôt ce qui passe par les avocats. On a vu par exemple l'avocat de Dadis très tôt, alors qu'on n'avait même pas encore repris Dadis, qui avait clairement dit non, ce n'est pas lui qui a demandé à être sorti de prison, on l'a forcé à sortir de prison. Bon, tout le monde se posait des questions, attendez, on ne l'a pas encore eu, on ne l'a pas encore entendu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir dire qu'il a fait sortir de prison ou pas. Quand on regarde même curieusement l'avocat de Pivy, il tient le même discours. Lui, il va plus loin parce qu'il dit qu'il l'a appelé quand il a été au courant de l'exfiltration ou de l'évasion. Il a appelé plusieurs fois, il ne l'a pas eu. Quand il l'a eu, lui, l'impression qu'il a, c'est que son client a peur. Il dit même que c'est à cause de cette peur qu'il ne retourne pas en prison. Il dit ici, ajoute, il a encore d'autant plus peur qu'il y a le nom de son enfant que l'on met dedans. Et l'avocat dément, l'avocat dit que Pivy lui a dit que son fils ne fait pas partie du commando. Ben, ça fait qu'il y a également un peu ce flou pour le moment, mais à voir la façon dont il est recherché, quand on voit comment ils ont fait le lundi, à partir du lundi en particulier, où des quartiers ont été bouclés avec des militaires très fortement armés, au point même de susciter la peur au niveau des populations. Ils ont demandé aux commerçants et autres de baisser les rideaux. Quand quelqu'un avait son téléphone, tu parlais avec quelqu'un, il s'arrache le téléphone pour voir avec qui tu parles, pour voir est-ce que tu n'es pas en train de donner une information. Il y a une véritable chasse à l'homme, comme on le dit dans ce genre de situation, qui pour le moment n'a pas encore donné de résultats. Alors, un important dispositif de sécurité à déployer à Conakry. On parle de pratiquement les principales unités de l'armée qui sont mises à contribution pour retrouver Pivy. Quel signal cela donne-t-il aujourd'hui du pouvoir de transition? Mais on peut y regarder plusieurs choses. Il y a quelqu'un comme l'ancien ministre de la Réconciliation, Baouri, qui lui tire la sonnette d'alarme en disant que l'État aujourd'hui, la République est fragile. C'est l'expression qu'il a utilisée. Il y a d'autres qui sont allés dans le sens de dire, mais attendez, la prison se trouve dans une zone sécurisée. La prison elle-même, en principe, est sécurisée. Mais si cela se passe, c'est qu'on peut aller plus loin.
Certains même disent, mais attendez, est-ce que ce n'était même pas le point de départ pour un autre coup d'État contre le pouvoir qui est en place? Donc il y a toutes sortes de supputations. Mais ça fait qu'en ce moment, le pouvoir guinéen, qui est un pouvoir militaire, il ne faut pas qu'on l'oublie, ils sont venus par un coup d'État, ils vont devoir faire la preuve qu'ils sont des militaires. Pas seulement en rattrapant les trois, mais en rattrapant également le quatrième et éventuellement en clarifiant cette affaire, où est le cerveau? Est-ce que le cerveau était dans la prison? Est-ce que le cerveau est dehors? Parce que j'ai suivi la vidéo du ministre de la Justice, Charles White, mais quand je le regardais, on voyait du Dadis Camara en son temps. Devant tout le monde, ouais. Il est venu pratiquement au niveau de la prison, parler aux gardes pénitentiaires et autres comme des enfants. Quand je ne suis pas là, c'est la pagaille. Tout ce que j'ai fait pour vous. Mais quand tu le regardais, tu n'as pas l'impression que c'est un ministre qui est en train de parler. Mais moi, derrière, je me disais, mais attendez, est-ce que ce n'est pas un ministre qui est en train de sauver sa tête? Parce qu'il y a également ça, celui le ministre de la Justice, donc quelque part, il a une part de responsabilité avec ce qui s'est passé avec les gardes pénitentiaires. Il y a cet élément qui est là, le régime militaire, pour avoir montré que c'est un régime militaire, a besoin de prouver qu'eux, ils sont les militaires, eux, ils tiennent le pays. Parce qu'il y a le Premier ministre qui dit tout le temps la transition va continuer son cours normalement. Il n'y a pas de problème que les gens continuent à vaquer à leurs occupations. S'ils veulent que les gens continuent à vaquer à leurs occupations, il faut qu'ils rassurent les populations. Et je crois que dans ce déploiement également, il y a cela. On veut vraiment coûte que coûte reprendre tous ceux qui ont participé à cette affaire-là pour montrer que l'État est bien debout. Alors, vous parlez tout à l'heure de Charles White qui s'exprimait effectivement aux gardes pénitentiaires face à cette évasion. C'est quand 8 officiers ont été destitués. On note également dans les échanges de tirs 9 morts. Finalement, ils ont été destitués pour non-respect des consignes, abandon de poste. Tout cela n'a pas permis de retrouver Pivi finalement. Oui, mais même ça, est-ce qu'ils ne sont pas allés trop vite? Il fallait peut-être prendre des mesures conservatoires, faire une enquête et ensuite sanctionner. Ici, on est allé directement à la sanction. Qu'est-ce qu'ils ont comme élément? Ils ne l'ont pas donné aux gens. Parce que c'est ça qui pose problème parfois dans cette affaire-là. Quelqu'un qui est responsable, mais il faut une enquête administrative. Il faut une enquête judiciaire quand on veut condamner la personne. Mais quand on regarde, c'est aller très vite, comme si on veut dégager la responsabilité de tout ce qui concerne l'État dans cette affaire et aller directement vers de la complicité. Mais certains médias guinéens ont posé le problème en le reposant autrement, en disant que tout le monde reconnaît que ces gens, ce commando, était lourdement armé. D'où viennent les armes? Parce qu'il rappelle que si c'est le fils qui l'a fait, le fils a déjà été radié. Oui. Il ne fait plus partie du corps de ceux qui doivent porter des armes. D'où viennent les armes? Et l'interrogation est restée sans réponse. La deuxième interrogation, pour rentrer dans la police, tu vas dans un quartier qui est sécurisé, c'est là-bas, on n'est pas loin de la présidence, oui. Mais pour mettre la sécurité dans cette prison à cause des enjeux liés à ce procès du 28 septembre, on a mis plusieurs corps là-bas. Pas seulement les gardes pénitentiaires, mais les militaires également sont là-bas, pour qu'on puisse sécuriser cet espace. Et l'équation, ils sont lourdement armés. Pourquoi les tirs n'ont pas eu lieu au niveau de la prison? Puisqu'en principe, ils devraient tirer pour que soit les gens fuient, pour leur laisser le chemin libre, mais on n'a jusqu'à présent pas vu quelqu'un dire qu'au niveau de la prison, il y a eu des tirs. Oui. C'est plutôt au niveau du pont qu'il y a eu des tirs, et c'est là où, malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu la vie, aussi bien au niveau des assaillants, des forces de défense et de sécurité, que des personnes qui étaient dans une ambulance. Donc tout ça fait que quand vous regardez les médias guinéens, vous avez des questions, et à certaines de ces questions, il n'y a pas pour le moment de réponse. Et c'est pourquoi les gens se posent la question, mais est-ce qu'on considère automatiquement que ces gens-là ont été complices? Il y a un média qui dit, mais pour le moment, il n'y a pas de preuve. Est-ce qu'ils ont été complices? Ou bien est-ce qu'ils ont vu effectivement des gens tellement lourdement armés qu'eux, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir les empêcher? Mais ils ont préféré ne pas s'opposer. En ce moment, est-ce que c'est un problème de consigne qu'on n'a pas respecté? Ce n'est pas évident dans ces conditions-là. Donc, vous avez des interrogations qui sont là, alors que la sanction, elle est tombée sur une 60aine de personnes déjà qui ont été carrément radiées. Malgré cela,
Claude Pivy n'a pas été retrouvé. Et pourtant, aux premières heures de ce scénario très surprenant, l'on avait rassuré que le dispositif qui était mis en place pour permettre de le retrouver permettrait en tout cas à ce qu'il ne s'échappe pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore retrouvé. Sera-t-il déjà hors de Conakry, peut-être même hors de la Guinée? Très certainement, l'objectif de cette évasion ou de cette exfiltration, ce n'était pas de rester en Guinée. Puisque quelqu'un qui sort de prison dans un pays, la première chose que la personne va essayer de faire, c'est de traverser la frontière. Est-ce qu'il a pu le faire ou pas? Je ne sais pas trop. Mais quand on suit ce que son avocat dit, l'avocat semble dire qu'il a peur de revenir. Parce qu'il a peur qu'on le considère comme le cerveau. Il a peur parce que le nom de son fils est partout au niveau des médias. Quand l'avocat le dit, puisqu'il dit qu'ils ont eu un contact téléphonique, c'est comme si lui aussi, il est prêt à retourner en prison. Dans ce cas, très certainement, il est encore au moins en Guinée, pour ne pas dire à Conakry, s'il est prêt à retourner en prison, mais il a peur. L'avocat le dit quand même dans sa façon de parler, il sentait qu'il était apeuré, c'est l'expression que l'avocat a utilisée. Quand on prend ce que l'avocat a dit, c'est qu'il voit que dans tout ce qui est dit, son fils et lui semblent être le cerveau de cette affaire. Oui. Donc s'il faut juger, bien sûr, c'est eux qui risquent d'avoir 2 fois une sanction pour être le cerveau et pour avoir participé à l'affaire, raison pour laquelle il est en train d'avoir peur de partir, de retourner. Mais bon, c'est son avocat qui parle. Il ne faut pas qu'on oublie que les avocats savent plaider également, même en dehors du tribunal pour leurs clients. Maintenant, pour l'État en tant que tel, c'est un problème. Parce que s'il s'avère que c'est le cerveau et qu'on n'a pas eu le cerveau, bon, c'est comme si on est un peu passé à côté de la plaque. Et ça pose un énorme problème. Et ça se voit quand vous regardez ce qu'ils ont fait à Mafanko ou à Koléa. Mais oui, c'est de l'armada lourde qu'on a amenée. On a fouillé les maisons les unes après les autres. Ça montre la détermination de retrouver la personne. Ce qui veut dire qu'il pense qu'il est encore certainement à Conakry. Il n'a pas pu quitter Conakry puisque les portes de sortie traditionnelles ont été bloquées. On arrête les voitures, on fouille, etc. depuis fort longtemps. Et pour le moment, il n'a pas été retrouvé. Est-ce qu'il a une très belle planque au point qu'on ne l'a pas trouvé jusqu'à présent? Ou bien est-ce que l'opération avait été très bien menée? Les 3 autres, c'était tout simplement pour semer les gens et qu'eux, ils avaient un plan très détaillé pour leur permettre de quitter la Guinée. On n'a pas encore d'éléments puisque lui-même n'a pas encore réagi. Son fils dont on parle également est porté disparu. Même si l'avocat dit qu'il ne serait pas dans l'affaire, il aurait été bien qu'on l'entende, qu'il dise lui-même que je ne suis pas concerné par cette affaire-là. Pour le Claude Pivy, l'homme le plus recherché de la Guinée, mais s'il n'est pas retrouvé, à quoi j'attends s'attendre finalement pour la Guinée, autant au niveau de la transition qu'au niveau de ce procès qui est en cours, procès du 28 septembre? Mais si le pouvoir ne parvient pas à l'attraper avant qu'il ne quitte les frontières, mais ceux qui disent que la République est fragile risquent d'avoir raison. Puisque la façon dont on les a exfiltrés ou ils se sont évadés pose problème. Si en plus, malgré le cordon de sécurité qu'on a essayé de mettre en place, il parvient à passer à travers ce cordon de sécurité, ça pose problème. D'ailleurs, il y en a qui vont très loin. L'avocat de Toumba, par exemple, commence à crier pour dire, attendez, dans ces conditions, puisque c'est eux qui chargent les principaux accusés, il est en train de poser le problème de la sécurité de son client, en disant, est-ce qu'on ne va pas faire la même chose et puis venir le tuer au niveau de la prison? L'avocat d'autres également, parmi les témoins et autres qui ont plaidé à charge, le disent. Vous avez la FIDH qui le dit, vous avez l'association des femmes, des victimes dirigées de viols particulièrement dirigées par cette dame très courageuse également qui pose le même problème. Vous avez également l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Ces 3 structures ont fait une déclaration en disant, attendez, on avait un procès pour lequel les gens se sont battus pendant longtemps sans qu'on le tienne. On vient de commencer à avoir ce procès. Les gens ont espoir que justice va être rendue. Il ne faut pas que cette chose vienne dévier cet espoir que les gens avaient pour qu'on puisse connaître la vérité sur ce qui s'est passé le 28 septembre et qu'on puisse sanctionner les coupables. Donc ça pose ce sérieux problème quand on aura l'impression que quelqu'un parmi éventuellement les coupables, puisque le procès n'est pas encore terminé, a pu s'échapper sans pour autant que le jugement ne se tienne. D'autres vont plus loin en disant, mais est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir remettre en cause ce jugement
une façon de faire pour que le jugement n'aille pas jusqu'au bout. En tout cas, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre plutôt disent clairement que le jugement va aller à son terme. Ils l'ont commencé, ils vont aller jusqu'au bout. Et ce jugement fait partie des promesses de l'actuel président. Il y en avait d'autres qu'il n'a pas pu tenir. Certainement, il va vouloir coûte que coûte tenir cette promesse-là. Alors, Claude Vivier a-t-il aujourd'hui des chances de réussir son coup, si tant est que c'était un coup bien planifié par eux pour pouvoir sortir de prison? Ça dépendra de deux éléments. Le premier élément, une bonne évasion demande un véritable plan. Quand on voit ce qui se passe dans les films, il faut que ça se fasse de façon extraordinaire. Généralement, bon, nous ne sommes pas dans ces conditions. Il faut un hélicoptère pour que les choses puissent se faire très vite. Puisqu'il est évident que dès qu'on dit qu'un prisonnier est sorti, on fait la carte de la ville, où sont les sorties, on va bloquer. L'autre élément, quand tu n'as pas ce matériel qui te permet de quitter très vite, c'est d'avoir suffisamment de complicité pour pouvoir passer à travers les mailles du filet. Et là, ça va être moins évident parce que quand on regarde la réaction actuelle du gouvernement guinéen par rapport aux gardes pénitentiaires et aux militaires qui étaient au niveau de la prison, si quelqu'un était tenté même de faire preuve de complicité en regardant la sanction déjà, alors qu'il n'y a pas encore eu de jugement, ça peut amener les gens à hésiter. Mais c'est sur ces deux choses que ça va se jouer. Un troisième élément, est-ce qu'ils ont élaboré véritablement un plan d'évasion? Quand je dis évasion, pas seulement la sortie de la prison, mais la sortie également du territoire guinéen. Parce que s'ils avaient fait un plan qui s'arrête à les faire sortir de prison et que c'est maintenant qu'ils vont réfléchir pour voir comment ils vont sortir, ça va devenir très compliqué. Un dernier mot sur cette situation, Claude Vivier, toujours activement recherché en Guinée. Il faut surtout espérer pour les victimes. Puisque moi, quand je pense à cette dame-là, Asmaou, de l'association des victimes qui, pendant des années, s'est battue contre l'ancien président, en particulier Alpha Condé, pour qu'il y ait un jugement. On est en Afrique, quand une femme accepte à visage découvert de dire que j'ai fait partie des victimes, j'ai été violée, et elle a mené ce combat. Je crois que le minimum qu'on doit à ces victimes-là, c'est que ce procès-là puisse aller jusqu'à son terme et dans de très bonnes conditions, pour qu'on sache qui a fait quoi et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où cet espoir pour les victimes va s'envoler. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci. À très vite pour la suite du programme du soir sur New World Info.